Bonjour, nous allons voir le thème 8, le thème qui parle sur la communication écrite, les différents types de textes écrits et la structure et les éléments formels, les routines et les formules. C'est le titre du thème. Alors, nous avons comme sommaire un sommaire basé sur 5 vers entre 5 et 7 points, ça dépend de comment on veut compter. Donc, tout d'abord, on va avoir une introduction, une justification, puis les premiers points, c'est les différents types de textes écrits. Deuxièmement, la structure et les éléments formels. Les troisième point, ce seraient les normes régissant les textes écrits. Dans le numéro 4, nous parlerons des routines et formules. Et dans les points 5, nous parlerons du texte écrit en classe de FLE. Puis nous aurons évidemment une conclusion. D'accord? Donc, voilà les 5, 7 points que nous allons aborder. Donc, tout d'abord, il faut dire là que l'introduction doit partir des textes en vigueur, textes normatifs, c'est-à-dire les CECRL ou la normative en vigueur, les textes normatifs en vigueur. Donc, ces thèmes que nous allons aborder est totalement justifié et totalement compréhensible du point de vue où il permet d'envisager les caractéristiques de la communication écrite, dont la maîtrise en réception de la production constitue l'objectif posé bien par les curriculums officiels en vigueur que par les CSRL. Voilà notre justification. En parlant de l'introduction, nous allons le comparer au texte oral qui est abordé au thème 7. Alors, nous allons évidemment confronter les deux points contraires. Nous allons dire, par exemple, entre les textes oraux qui pourraient être spontanés ou la réception, où dans le texte oral, elle est immédiate, alors que dans le texte écrit, la structure, elle est bien sûr planifiée, elle n'est pas spontanée normalement. Et puis la réception, quand on parle d'écrit, il y a un délai, d'accord, donc la réception, elle est différée dans la lecture. Et puis aussi, nous avons normalement euh, une idée comme quoi le thème, le texte écrit, pardon, reste plus soutenu et dans un registre plus soutenu que le langage oral où nous allons normalement nous confronter à des registres plutôt familiers. Mais ce n'est pas toujours vrai, d'accord? Nous pourrions, par exemple, parler d'un WhatsApp, d'accord, où on parle, mais voilà, la structure, elle est là vraiment planifiée, c'est vraiment presque immédiat. Et puis, le registre, ça pourrait être aussi, bien sûr, très familier, même vulgaire. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est bien que c'est la preuve bien que nous allons aborder un sujet extrêmement complexe comme c'est la communication écrite. D'ailleurs, nous avons différents types de textes écrits. Nous avons par exemple le texte monogéré, comme cela pourrait être le texte narratif, le texte descriptif, explicatif ou l'argumentatif, alors que dans les textes polygérés, où nous avons plusieurs auteurs, nous parlerons dans ce cas du texte polygéré. C'est vrai, nous pourrions aussi parler des exceptions, mais je pense qu'avec cette différence, cette différenciation, euh, on voit d'abord la difficulté que nous avons lorsque nous essayons de choisir une différenciation de différentes typologies concrètes. Donc, nous avons aussi une différenciation d'après le délai de validité, c'est-à-dire s'il est périssable ou non périssable. Nous pourrions parler ici des trois type de texte d'après sa validité dans le temps. Donc, par exemple, un WhatsApp qui est comme j'arrive, un WhatsApp de j'arrive, ça veut dire que j'arrive là, c'est mes deux mains, c'est ça, j'essaierai de arriver, peut-être partir dans la presse, un article de presse comme quoi, je sais pas, un Kylian Mbappé
a finalement décidé de rester au PSG, ça va être valide pendant peut-être cette année-là, peut-être les 3 prochaines années qu'il a signé avec le PSG. Mais peut-être que dans 5 années, ce texte ne sera plus valide, il sera peut-être totalement faux. Et puis, nous aurons aussi les textes scientifiques. Nous pourrions parler ici des textes non périssables, mais ce n'est pas non plus tout à fait vrai. Nous parlons ici de l'exception de l'exhaustivité, comme quoi c'est difficile de démarquer quand est-ce qu'un texte est totalement périssable ou pas. Le texte scientifique, il n'est pas périssable tant qu'il n'y a pas un autre texte scientifique qui le nie. Donc, par exemple, l'eau ou la Terre est ronde, c'est vrai, mais avant, il y avait un texte scientifique qui disait la Terre, elle n'est pas ronde. Et là, c'est d'après des découvertes scientifiques que, grâce à ces découvertes, ce type de texte n'a été plus valide à partir de ce moment-là. Puis, nous avons aussi une différenciation d'après Jean Bottet, qui en 1987, dans la revue Repère, au numéro 73, il a différencié les textes d'après l'enjeu pragmatique d'un axe et d'un autre axe, l'organisation textuelle. Nous pourrions parler ici de l'enjeu pragmatique, ce serait dire, convaincre, expliquer, prescrire, questionner, s'exprimer, prédire, jouer, etc. Et puis d'un autre côté, nous avons des modes d'organisation spécifiques comme la narration, le chronique, la description, l'exposé et l'arrangement rhétorique. À titre illustratif, je vais par exemple dire que pour l'enjeu pragmatique dire, et dans les modes d'organisation spécifiques narration, nous avons les contes, les romans, la nouvelle. Par exemple, pour convaincre, et dans les modes d'organisation spécifiques, nous avons les contes philosophiques pour expliquer, et dans la narration, nous avons la parabole pour prescrire, et la narration, nous avons par exemple le récit épique incitant à l'action, pour s'exprimer dans un mode d'organisation narrative, nous avons l'autobiographie romancée. Pour prédire dans ces mêmes types de modes d'organisation, nous avons le récit de science-fiction. Et pour jouer, peut-être une histoire drôle. Et aussi, par exemple, dans les chroniques d'Antir, nous avons le reportage comme rendu témoignage pour convaincre la publicité du style et pour expliquer l'évolution d'un personnage, pour prescrire une recette, une cuisine, des consignes et utilisations, et pour questionner un questionnaire biographique, par exemple, pour s'exprimer un curriculum vitae, un journal intime, pour prédire un horoscope, un bulletin, météo, etc. Voilà, nous avons comme ça un gros tableau que vous trouverez si vous me le demandez par mail. Puis, nous allons passer au point numéro 2, la structure et les éléments formels. Dans ce cas-là, nous allons parler d'abord dans la structure des composantes d'une base, d'une situation d'écrit. Donc, les schémas, nous prenons ici les schémas de Sophie Moirand qui reprend le schéma d'abord des Jacobson des 73, mais qui est totalement adapté aux nouvelles découvertes et aux nouveaux changements. Nous avons par exemple, bien sûr, les sujets qui a des intentions et puis il intervient dans un document, dans ce cas graphique. Et puis le lecteur, de l'autre côté, qui doit avoir, qui reçoit un effet grâce aux hypothèses et à la projection qu'il se fait du document et du sujet. Chacun des deux intervenants, c'est-à-dire les scripteurs et les lecteurs, ont un rôle, un statut, une attitude, un groupe d'appartenance, un groupe de référence, même une histoire socio-culturelle et une histoire aussi qu'on parle, par exemple, c'est Christine Kerbrad-Orecchini en 1981, qui parle aussi d'une histoire conversationnelle, c'est-à-dire ce que les des sujets de la communication ont déjà discuté, ont déjà parlé, ont déjà causé avant l'acte communicatif dont on parle là. Il y a aussi le référence, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle, les représentations que chacun se fait de l'autre, et puis la fonction, c'est-à-dire les pourquoi, la visée
qu'est-ce que je vais infliger chez mon interlocuteur. Dans ce cas, c'est plus un interlocuteur comme dans l'acte communicatif d'une communication orale, mais un lecteur. Et puis, les conditions des productions et les conditions des réceptions. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose quand j'écris à la maison que quand j'écris dans un WhatsApp au métro. Et pareil, quand je lis un examen dans la salle des cours que quand je lis un WhatsApp en boîte. Voilà. Et ce n'est pas pareil. Et pareil, l'attitude, ça va changer aussi. Il y a des traits de chaque intervenant qui ne sont pas, comment dirais-je, pour toujours, d'accord? Donc, ces traits peuvent changer d'un moment à l'autre. Par exemple, là, je suis énervé ou après, je serai plus calme, plus détendu. Et donc, la façon que je vais avoir d'écrire ou d'interpréter le message, ça va être tout à fait différente. Donc, voilà ça pour la station d'écriture et la station de lecture de chacun et des composants de base. Donc, pour Jean-Michel Adam, les éléments, il marque en 1992, il marque les éléments d'un texte écrit, d'accord? Donc, pour lui, nous avons on va dire des champs différents. D'abord, c'est la configuration pragmatique. Je le répète, la configuration pragmatique où nous trouvons la visée élocutoire, c'est-à-dire l'intention, les repérages énonciatifs, le je, tu, on, il, etc., le ici, les là-bas, etc., le ça, tous ces pronoms, d'accord, sont des repères énonciatifs. Et puis l'organisation sémantique, c'est-à-dire les mondes, les fictionnels ou pas fictionnels, les réels. Et puis, dans un deuxième lieu, nous avons, d'après Jean-Michel Adam, la suite des propositions, c'est-à-dire par exemple la connexité, que nous pourrions aussi appeler la grammaire des phrases, et la séquenciation, c'est-à-dire la grammaire des textes aussi. Enfin, pardon, la connexité, ça reprend la grammaire des phrases et des textes, et la séquenciation. Voilà pourquoi je parlerai ici dans la visée élocutoire, évidemment, j'ai déjà parlé des intentions, c'est-à-dire les promettre, avouer, penser, douter, etc. Dans l'organisation sémantique, nous pourrions parler voilà, de fictionnel ou non fictionnel. Je rappelle que voilà, je une fois que ça va marcher, que je vais parler après dans, les fréquences, je ne sais pas, des éléments qui sont totalement fictionnels et qui n'appartiennent pas à ces mondes-là. La connexité, évidemment, c'est très, très importante. La cohérence, la reprise, la répétition, en garantissant une progression. Mais attention, parce que ça peut être assuré par divers procédés anaphoriques, d'accord, comme l'anaphore pronominal, nominal ou verbal. Par exemple, Pierre est venu, il avait l'air fatigué, ou nominal, André Breton est né en 1996, c'était écrivain, voilà, ça a été l'un des fondateurs. Ou verbal, tu écris plus vite que je ne peux le faire. Voilà. Nous avons aussi des connecteurs qui nous permettent d'avoir une meilleure connectivité. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, j'ai mangé, mais j'ai froid. D'accord? Ça n'a rien à voir. Le mais, là, ça n'a rien à voir. Au Pierre est né en 1976, mais j'adore le chocolat. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, qu'on ait un connecteur, ça ne veut rien dire en fait. Ça, c'est bien utilisé, oui, on gagne en connectivité, mais pas toujours, d'accord? Donc, dernièrement, la séquenciation, d'accord, on pourrait parler ici, euh, c'est ce qui définit la structure globale du discours en fonction de la finalité communicative. Une description, par exemple, ne prend pas la même forme qu'un récit. D'accord? Donc, on parle ici des schémas séquentiels prototypiques et qui sont, d'accord, dans des genres et dans des séquences prototypiques de chaque genre. Et donc, les séquences dépendent bien sûr de la fonction du texte. Puis, nous allons passer aux normes régissant les textes écrits. Donc, nous avons
Ici, la transposition, c'est-à-dire parfois, quand on parle à l'oral, on a des intonations, des pauses, des gestes, des distances. Et tout cela est perdu lors de l'écriture, de la lecture dans un texte écrit. Donc, il faut les transposer, il faut transposer ces intentions, ces informations que normalement on donne par le langage non verbal ou par les paralangages. Donc, ici, il faudrait le mettre en place à l'écrit. Puis l'explicitation, c'est donc tous ces repères, le je, le tu, les là, les il, les maintenant. Ça, ce n'est pas présent dans les textes écrits. Si vous lisez, il fait froid là, si vous ne savez pas où est-ce que je suis, ça n'a pas de sens. Donc, il fait froid à Grenade, par exemple. Puis l'anticipation, d'accord, donc quand on a l'interlocuteur en face, c'est très facile de deviner ce qu'il pense de ce qu'on dit. Par contre, lors d'un texte écrit, nous ne savons pas comment les lecteurs vont réagir. Donc, ce serait bien de s'anticiper, de penser, d'éviter les pertes d'informations et les erreurs d'interprétation que le lecteur puisse faire. Et puis, dernièrement, les contraintes d'articulation, donc d'un niveau sémantique syntaxique. Sémantico-syntaxique, nous avons par exemple les enfants, c'est pas facile à lever, les enfants. Et puis, nous dirions ça à l'oral, mais à l'écrit, nous dirons quelque chose comme les enfants ne sont pas faciles à lever. Voilà, c'est plus construit. Dans un niveau sémantico-discursif, nous maintenons toujours le même registre des niveaux des langues. D'accord? Donc, dans un texte administratif, nous gardons le registre administratif, etc. Et dans les niveaux pragmatico-discursifs, il faut parler de la cohésion de tous ces éléments qu'on a parlé déjà dans la connexité. Donc, on reparle ici encore du niveau pragmatico-discursif qui, dans les textes écrits, doit être très présent et garde une place énormément importante. Et puis, nous allons donc passer à Matt et Turco, qui en 1992 ont créé un tableau pour apprendre à résoudre des problèmes, des obstacles que l'on peut avoir lors d'une écriture. Donc, d'abord, une planification dont la nature et l'objet des opérations serait la contextualisation du projet d'écriture et la stratégie discursive. D'accord, l'écriture qui reprend l'analyse du référent, la construction du schéma textuel et la structuration, puis la mise en texte, c'est quand on écrit vraiment. Donc, la progression, la continuité, la modélisation, d'accord, c'est ça ce qui compte. Et puis finalement, la révision qui peut avoir une relecture, une vérification et une mise au point. Nous parlons aussi des routines et formules de la communication écrite. Donc, par exemple, nous avons des formules d'introduction comme suite à la demande que vous avez déposée, ou en réponse à votre nanana, ou comme on a déjà parlé au téléphone, voilà, tous ces bonjours, etc. D'accord, ce seraient des formules langagières pour introduire cher ami, par exemple, aussi. Les formules d'exposition ou des discussions, comme je note, j'observe, je souligne, je confirme, je me permets de, je ne peux que, je crois devoir, d'accord, ou encore plus autoritaire, il m'appartient, je prends acte, je prends bonne note, vous voudrez bien me donner acte, je prendrai possession sur. Les formules tendant à prévenir certains arguments, comme il n'est pas question de, je ne suis pas sans savoir ou je n'ignore pas. Ou des formules numératives à être principales, à être subsidiaires, comme tenu que, considérant que, vu que, etc. Ou les formules des conclusions, en conséquence, en conclusion, je vous prie de bien vouloir, je vous serai reconnaissant, vous voudrez bien prendre toutes dispositions pour, il ne vous échappera pas et qu'il serait hautement désirable, etc. Puis nous avons ici à parler de la norme aux lettres, d'accord, où nous avons en tête les noms ou raisons sociales de l'entreprise expéditrice, l'adresse, téléphone, télécopie. Puis en gauche, en haut, nous avons les référents, d'accord, la référence de la lettre reçue, quand il y en a une.
où les références de l'auteur de la lettre plus les initiales de la dactylo, plus les numéros d'enregistrement. Dessous de ça, l'objet, d'accord, c'est l'objet de quoi est-ce qu'on va parler. Éventuellement, nous pourrions aussi noter les pièces jointes, la facture, les catalogues, etc. Au cinquième point, nous avons le destinataire qui est à droite et en haut, donc des noms du destinataire et l'adresse, c'est la vedette. 6, ce serait les lieux et date de création de la lettre, ça irait au-dessous du destinataire. Puis l'interpellation, ce serait le titre des civilités qui s'adapte au destinataire et à sa fonction. Monsieur Léon, par exemple. Voilà. Puis les corps de la lettre, voilà tout ce qu'on va dire. Donc, une formule d'attaque, un développement et une conclusion. Puis une formule de politesse, veuillez agréer, messieurs, madame, mes salutations les plus distinguées. Et puis, en bas et à droite, la signature suivie du nom du signataire et de son titre. Éventuellement, nous pourrions aussi parler au pied du document des renseignements complémentaires comme les numéros d'identification administrative, statut juridique d'entreprise, capital, etc. Et puis, nous passons finalement à ce qui nous intéresse le plus en tant que prof, ce serait l'écriture en tâche de flé, c'est-à-dire l'enseignement de la production écrite qui doit passer par un enseignement de la compréhension. Alors, la lecture va toujours avant l'écriture. C'est évident. Les élèves, quand ils apprennent la langue maternelle, ils ont aussi une étape de lecture, puis ils passent à l'écriture, d'accord, même si toutes les deux se suivent peu à peu, mais évidemment, le niveau de lecture est vraiment plus haut que celui d'écriture. Nous avons un plus large, un plus vaste vocabulaire passif qu'actif. Ici, nous devons, en tant que prof, souligner l'importance de la situation des communications. On écrit pour quelque chose, d'accord, on a une intention, d'accord, on ne raconte pas nos vacances, on les raconte à quelqu'un pour quelque chose, d'accord. Donc, ici, nous avons quelques techniques des lectures. Donc, dans la prélecture, nous devons identifier les thèmes, voir les images, les remue-ménages, la recherche, la mise en commun, etc. Puis, dans la lecture, nous avons des techniques de skimming, de scanning, des activités de vérification comme des QCM. Et puis, une post-lecture qui n'est pas toujours à faire à la maison, d'accord? Donc, on peut la faire aussi en cours. Donc, la reformulation, la représentation graphique, des exercices interactifs, les procédés closes, la proposition d'une clôture alternative, des mots croisés, des textes lacunaires, mettre en ordre, etc. Vous vous demanderez peut-être qu'est-ce que le procédé close? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. En fait, les procédés close, c'est quand on supprime d'un texte quelques mots faciles à deviner pour que les apprenants, voilà, le deviennent, les déduisent pour compléter le texte. C'est un peu comme les textes lacunaires, si vous voulez. Et puis, dans les activités de production écrite, on pourrait parler de l'écriture d'un post-it pour accrocher au frigo, une reconstitution du message lacunaire, une carte postale, une annonce, une invitation pour un événement, une présentation de soi-même ou d'une personnalité, de son école, un menu en un peu de temps, une suite d'un récit et les dialogues, des bulles, des BD. Finalement, la conclusion, c'est que malgré les similitudes et les différences entre la production et la compréhension des communications écrites dont on a parlé à l'introduction, il faut remarquer la complexité de ce thème, d'accord, de l'écriture du texte écrit, de tout ce qui comprend, des difficultés qu'on a pour définir les différents types de textes écrits, et donc aussi qu'il faut évidemment passer d'abord par la lecture et puis pour l'écriture. La production écrite en tant qu'une activité globale des communications doit donc comprendre en même temps ce qui implique que l'enseignant doit avoir des outils suffisants pour analyser les textes, aussi bien que les documents authentiques, d'accord? Les documents authentiques sont très importants quand on parle de production écrite et de compréhension écrite, et que le texte est produit par les apprenants et même aussi doivent être évidemment recueillis dans ce thème. Voilà donc les thèmes 8. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
J'espère que vous aurez un très bon examen. À bientôt.